pour commencer avant notre assemblée générale, on a décidé de faire une petite conférence qui est en lien avec l'exposition qui est en ce moment au CAE, qui s'appelle Matière grise, qui présente des projets de réemploi, avec des matériaux de réemploi. Et donc il est encore là toute l'année, hein, cette exposition, vous pouvez, quand vous voulez, venir la voir au CAE. Et du coup, le collectif Bellastock, dont Côme Kerenfleck représente le collectif, architecte, est là aujourd'hui pour vous présenter son travail, enfin, le travail du collectif, qui travaille sur ces thématiques depuis au moins une dizaine d'années, ouais, on va dire. Ça. Voilà. Je vous laisse parler. Merci. Merci à vous. Du coup, comme disait Carole, on a été invité par le CAE dans le contexte de l'exposition Matière grise, donc, où un de nos projets a été exposé, donc on va vous le montrer. Mais globalement, du coup, la présentation, je vais revenir un petit peu sur nous, Bellastock, quel est notre travail, et donc quel est le lien qu'on a développé entre le réemploi et l'économie circulaire dans le milieu de la construction. Et après, je vais essayer de ne pas te parler que de Bellastock, mais aussi de manière générale, comment est-ce que vous, à votre échelle, vous pouvez pratiquer le réemploi, donc que ce soit côté maîtrise d'ouvrage ou côté maîtrise d'œuvre, et quels outils peuvent être à votre disposition. Et voilà, je vais essayer aussi de ponctuer toute la présentation avec des exemples de projets, évidemment, pour rendre tout ça un peu plus concret. Du coup, l'exposition Matière grise, donc elle a 10 ans, même 11, je crois que c'est 2014. Et donc le projet dont Bellastock par lequel Bellastock a été présenté, donc c'est la glaneuse, donc qui date même de 2012. Donc on voit pas très bien sur la photo, mais c'est donc une structure donc sur laquelle sont assises des personnes, donc qui fait 4-5 mètres de haut, avec un éclairage, et donc qui a été constitué à partir de sprinklers, donc des conduits de circulation d'eau pour la sécurité incendie, et donc des skydomes qui sont des ouvertures en toiture, pour accès en toiture. Et donc pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? C'est parce que ce petit projet a été développé en fait, sur un site donc en région parisienne, donc de façon assez expérimentale et spontanée, suite à la déconstruction des entrepôts du printemps, donc sur l'île Saint-Denis. Et donc bâtiment donc, pour lequel on a fait un inventaire en fait, des matériaux à disposition, et donc les étudiants ont développé cette structure dans un cadre plus vaste donc, de festival Bellastock, donc qui a lieu tous les ans. Et donc voilà la structure, on la voit peut-être un tout petit peu mieux. Et donc du coup aujourd'hui, donc on saute un peu, après je reviendrai sur le festival, mais comment est-ce que de cette petite structure qui peut paraître un peu anecdotique, on est passé à 18 salariés entre Paris et Marseille, et un engagement qui date donc désormais de 20 ans dans la transition écologique appliquée au secteur de l'aménagement, de la transition écologique et de l'architecture. Et du coup, sur un peu le déroulé, sur notre expérience, donc voilà, on a commencé en 2006 avec le festival, et ensuite l'engagement, toute notre activité du réemploi qui s'est développée. Et donc le festival au début, dans lequel s'inscrit du coup la glaneuse que j'ai présentée au début, c'est 4 jours en fait de chantier collectif qui amène à construire une ville éphémère. Donc principalement au début c'était plutôt adressé à des étudiants d'école d'architecture. Et donc l'idée c'était de les amener en dehors de l'école et de les pousser à construire, à expérimenter et à tricoter la matière avec leurs propres mains. Donc avec chaque année un thème qui était défini par Bellastock, mais qui était fait en sorte de rester le plus libre possible pour que les étudiants puissent expérimenter. Donc là par exemple on voit des étudiants qui construisent une ville avec des sacs de sable, et juste après tout un tas d'autres thèmes, donc la ville sur l'eau, la ville en un souffle, donc qui consistait à construire une ville gonflable, la ville des terres, donc construire en briques de terre, et voilà, encore d'autres exemples avec une édition plus axée sur le paysagisme. Et donc ce que je vous raconte là un peu depuis le début entre la glaneuse et le festival, c'est vraiment ce côté expérimental, du coup qui est lié
forcément les matériaux, ils ont très vite été amenés à être de récupération, tout simplement, et aussi biosourcés et géosourcés. Donc là, avec un exemple de ville en briques de terre comprimées. Donc c'est un site, donc c'était aussi en région parisienne. Donc c'est un site qui était complètement vierge. Et donc Bellastock, on avait préparé une usine mobile donc qui servait à comprimer la terre et à créer donc, ce qu'on appelle des BTC, donc des briques de terre comprimées. Ensuite, les étudiants construisaient la ville avec les briques de terre. Donc souvent, ils sont très concrètement, pas trop métalliques dessus, mais ils sont en équipe, donc souvent d'une dizaine de personnes. Et donc l'idée, c'est que le premier jour, les étudiants dorment dedans, puis ensuite, le deuxième jour, ils mettent en lien leur construction, donc d'équipe à équipe, et le troisième jour, ouverture au grand public. Et donc c'est là que la ville prend son souffle, donc avec l'accueil de jusqu'à 10 000 personnes. Et le quatrième jour, tout est démonté. Voilà, on commence à sentir l'économie circulaire. Donc comment est-ce qu'à la fin, je réinsère des matériaux dans d'autres filières, comment est-ce que je les rends à la terre dans le cas de la terre. Et donc là, voilà, avec une autre édition 2019, c'était la ville en paille. Et donc, voilà, avec toute une programmation du festival qu'on essaie au maximum de lier avec les artisanats locaux, les activités donc en lien avec les transitions écologiques. Et en fait, petit à petit, avec ce festival, donc en 2010, on s'est constitué en association et on a commencé à créer d'autres projets en parallèle, et donc liés avec cette question naissante du réemploi et de la réutilisation des matériaux qu'on avait déjà expérimenté avec le festival. Donc on a fait plein de tests, donc encore une fois, vraiment j'insiste sur le fait que c'était très expérimental, donc avec du réemploi par exemple de pavage ou de béton détourné en pavage. Et en 2012, c'est un petit peu là que le réemploi, on a commencé à le pratiquer de manière plus professionnelle. 2012, donc année où a été développée voilà, la glaneuse que je présentais au tout début. Et donc avec le projet ACLAB qui a fait suite justement vraiment à un festival sur l'île Saint-Denis, donc en région parisienne, et donc qui a servi pendant 7 ans de laboratoire entre guillemets d'expérimentation du réemploi. Et donc là c'était qu'est-ce qu'on a testé pendant ces 7 ans? C'était partir d'expériences qu'on a eues du festival, donc à petite échelle et avec le côté très convivial, mais comment est-ce qu'on pouvait faire d'autres pratiques du réemploi à plus large échelle dans le secteur voilà, de la construction sur d'autres projets. Et du coup, sur ce site, donc, qui a duré 7 ans, on a aussi développé toute une programmation autour du lieu en essayant d'impliquer aussi les habitants des quartiers alentours dans toutes ces expérimentations. Et en 2018, donc là on avait commencé voilà, en parallèle d'ACLAB à améliorer, et à encore optimiser et développer les pratiques du réemploi dans d'autres projets. En 2018, ce qui nous a un petit peu, qui a encore continué de nous lancer, c'est tout un programme de recherche qu'on a lancé sur des fonds européens, français plutôt, avec l'ADEME et le CSTB. Et voilà, avec l'objectif de retourner sur nos premières expérimentations, voir comment est-ce qu'on pouvait pratiquer ça sur d'autres projets. Et donc aujourd'hui, voilà, pour finir la partie présentation de Bellastock, en 2019 on s'est constitué sous le format de SKIC, d'une société, donc passé d'association à SKIC, société coopérative d'intérêt collectif, donc avec l'idée d'intégrer un sociétariat, qui sont des personnes physiques ou morales avec lesquelles on travaille. Et donc tout ça, voilà, en parallèle de tout ce développement des activités en réemploi, on a continué de conserver le festival parce qu'on est persuadé que ça permet de continuer le côté expérimental de la chose, et avec d'autres activités donc, qui sont aussi liées à la formation et à la sensibilisation autour de l'économie circulaire et même des enjeux urbains plus généralement. Donc là je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple on fait des ateliers avec des enfants pour les sensibiliser à leur environnement et aux ressources humaines et matérielles qui les entourent. On fait aussi de la formation
vraiment sur la question du réemploi, que ce soit pour des jeunes professionnels, mais aussi les maîtrises d'ouvrage. Et voilà, et du coup Bellastock aujourd'hui on a développé ça sous le nom de 4 expertises. Donc un côté plus bureau d'études, réemploi, une partie maîtrise d'œuvre structurale, donc vraiment création et conception de projet, études et recherche, comme je parlais un petit peu tout à l'heure, et formation et sensibilisation. Voilà, donc ça c'était la partie un peu Bellastock, pourquoi est-ce que je suis là, et maintenant ça va plus être vraiment axé sur le réemploi, donc j'essaie de revenir un petit peu sur les enjeux et les définitions de l'économie circulaire et du réemploi, pour aussi donner quelques termes, qu'on ait tout ça bien en tête. Ensuite, revenir un peu sur le réemploi en architecture, mais vraiment dans son approche globale et même culturelle. Donc vous allez voir de quoi je veux parler après. En troisième point, comment est-ce que, du coup ça va être un petit peu plus technique, mais comment est-ce que je peux mettre en œuvre les pratiques d'économie circulaire et réemploi vraiment dans sa partie opérationnelle, quoi, et dans les projets. Donc c'est là où j'essaierai de donner des exemples et aussi des outils. Et après voilà, on conclura, on échangera éventuellement. Je regarde un petit peu l'air, ok. Du coup sur les enjeux et définitions de l'économie circulaire du réemploi, donc avant de commencer, donc il faut bien avoir conscience que le secteur de la construction consomme en France 49% des ressources mobilisées et 44% de l'énergie et produit 70% des déchets et 25% des émissions de CO2. Donc à l'échelle du monde, le bâtiment et le travaux publics, ce serait le 3e plus gros consommateur d'émissions de carbone. Bon, ces chiffres, ils sont à prendre un peu avec des pincettes, ça dépend un petit peu de comment est-ce qu'on calcule, mais ça permet quand même de se rendre compte des enjeux environnementaux qu'il y a derrière. Et donc pourquoi est-ce que nous, comme plein d'autres acteurs, on essaie de tendre vers une transition circulaire du bâtiment et travaux publics, et donc autour des enjeux qui sont, alors il y a gestion des déchets, mais aussi assurer demande et comportement des consommateurs et développer les acteurs économiques et ressources locales. Donc c'est l'ADEME qui donne ces différents pôles de l'économie circulaire. Donc mais il faut quand même bien avoir en tête du coup que c'est pas qu'un enjeu de gestion des matériaux, mais c'est plus englobant, puisqu'on le verra, ça permet aussi de développer l'économie locale et plein d'autres choses. Mais du coup, sur l'échelle d'un bâtiment, donc les étapes qu'on va voir, je pense qu'on va revenir un petit peu après. Voilà, en gros, c'est comment est-ce qu'on peut penser à l'échelle d'un bâtiment, d'un quartier, d'une ville, les ressources qui sont déjà existantes, comment est-ce que je peux les inventorier, les diagnostiquer et éviter d'en faire des déchets, comment est-ce que je déconstruis les bâtiments de manière soignée pour assurer leur réemployabilité, comment est-ce que je les prépare, comment est-ce que je les stocke, et comment est-ce que je les remets en œuvre. Voilà. Quand à côté, le processus traditionnel ne vise qu'à les démolir et généralement les enfouir. Du coup, les enjeux, donc, comme je disais un petit peu tout à l'heure, c'est pas uniquement, même si c'est très important, limiter les émissions de gaz à effet de serre et limiter la consommation des ressources ainsi que la production de déchets, c'est aussi valoriser les savoir-faire locaux, créer de nouveaux métiers, créer de la valeur socio-économique, mais également préserver la valeur culturelle des composants. Ici, c'est une photo qui est assez jolie d'un pavage de l'Acropole d'Athènes, avec des pierres qui sont extrêmement anciennes et qui préservent la patrimonialité du lieu. Et du coup, sur les petites les définitions qui visent à distinguer le réemploi de la réutilisation et du recyclage, donc j'ai mis 5 exemples. Donc j'ai pas encore mis les réponses, mais qui sont les suivants. Donc là, c'est des portes en chaîne qui sont réemployées en chaîne. Ici, c'est les mêmes portes, mais qui sont en bardage d'un bâtiment. Ici, des portes en bois d'aggloméré, mais qui sont réutilisées en table. Ici, c'est des cadres bâtis de portes, mais en double pot d'un bâtiment. Et ici, c'est des panneaux de particules de bois. Et donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est comment est-ce que, sur ces 5 exemples, j'assigne le terme de réemploi, de réutilisation et de recyclage.
Donc sur le premier, il s'agit du réemploi, puisque ma porte d'origine, je la réemploie en tant que porte, donc elle conserve son usage d'origine, alors que sur le second, ma porte, elle devient façade de bâtiment, bardage de bâtiment. Et donc là, dans ce cas-là, on parle de réutilisation. Donc le matériau, il n'est pas transformé, mais il change d'usage. Également pour la table. Également pour les cadres de bâti porte qui sont donc réutilisés en façade. Et ici, en revanche, c'est le recyclage sur le panneau de particules de bois, donc, qui sont fabriqués à partir de bois déchiqueté et recollé. Donc recyclage, puisqu'il y a modification, la matière a été transformée. Voilà. Et du coup, dans la hiérarchie, on a évidemment réemploi qui rentre dans la catégorie qui vise à éviter la production de déchets, puisque le matériau n'est pas déclassé, ne passe pas par le statut de déchet, alors que réutilisation, c'est la hiérarchie dans les modes de traitement de la loi 2015, donc c'est deux termes qui se distinguent mais qui se rapprochent. Réutilisation, le matériau il est déjà déchet et il est réassigné dans son usage. Et après on a recyclage, donc toute la partie valorisation des déchets, recyclage, ensuite incinération. Donc on brûle le matériau mais on récupère non pas la matière mais du coup de l'énergie. Et ensuite enfouissement. En premier lieu, j'ai sauté, mais c'est sûrement le plus important, conservation de l'existant. Avant même de réemployer, c'est s'intéresser au bâtiment, et avant même de voir ce qu'on peut en tirer en termes de matériaux, voir comment est-ce que je peux le conserver dans son caractère vraiment de bâtiment. Ensuite, le réemploi en architecture, approche globale et culturelle. Donc, dans l'histoire, on insiste bien, et nous, Bellastock, on est conscient, et d'autres acteurs du réemploi, évidemment, on est conscient, et ça demande un petit peu d'humilité. Le réemploi, c'est une pratique ancestrale qui a toujours existé, dès l'Antiquité et jusqu'au début du XXe siècle. Et c'était extrêmement banal. Ici, on a un exemple de lithographie du XIXe siècle, avec une halle aux matériaux de construction à Paris, donc, qui servait de plateforme de stockage de matériaux déposés et en vue d'être réutilisés. Donc voilà, donc c'est pas du tout récent, et en fait ça a toujours existé, même en continu, hein, même au XXe siècle, de façon souvent informelle, parce qu'à l'époque c'était du bon sens. Pourtant au XXe siècle il y a quand même réduit drastiquement. Pourquoi ? Essentiellement en raison de l'industrialisation et de l'évolution des techniques, donc qui ont tenté, plus que tenté, qui ont réussi à standardiser et normaliser l'ensemble des matériaux, et donc ce qui empêche en fait généralement leur réemploi, puisque ça empêche en fait de les étudier au cas par cas. Le réemploi nécessite de s'intéresser aux matériaux au cas par cas quand l'industrie vise à standardiser et unifier les processus. Mais aussi l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Donc au XXe siècle, les matériaux coûtaient pas cher et la main-d'œuvre très chère, donc c'était plus facile de se débarrasser des matériaux pour en racheter des neufs plutôt que de prendre le temps en fait de les réemployer. Puisque le réemploi, si la matière n'est pas renouvelée, par contre elle nécessite plus de main-d'œuvre. Donc du coup sur les étapes fondamentales un petit peu du réemploi aujourd'hui, et nous c'est un petit peu par là aussi qu'on a commencé l'activité, c'est le diagnostic des ressources. Donc ça vise à se rendre en fait sur site, sur chaque bâtiment, et donc avant même de voir ce qu'on peut réutiliser, c'est qu'est-ce qu'on peut conserver déjà de bâti, et ensuite sur les matériaux qui vont être déposés, lesquels je vais pouvoir les valoriser en tant que réemploi, donc dans leur usage, lesquels je vais réutiliser donc avec des détournements d'usage, et lesquels je vais devoir les recycler ou les enfouir. Et du coup, sur le diagnostic de ressources, nous c'est quelque chose qu'on a commencé du coup dès 2012, mais qui entre-temps, donc peut-être que vous en avez entendu parler, en 2023 est devenu obligatoire sous le format du diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux et déchets.
et donc qui est obligatoire dès 1000 m², il me semble, de construction, enfin de bâtiments en vue d'être soit démolis ou réhabilités. Ensuite, les étapes fondamentales après le diagnostic vient la collecte des matériaux et leur préparation. Voilà. Ensuite, le conditionnement et le stockage, donc, qui est aussi un petit peu le nerf de la guerre, le stockage, dans la mesure où, surtout en ville, où le foncier coûte cher. Donc c'est une étape qui est à optimiser. Et ensuite, voilà, alors, la conception. Là, je reviens sur plusieurs enjeux de la conception liés au réemploi. Donc le premier, il est inhérent au réemploi, c'est adopter une posture flexible, puisque c'est jouer avec des gisements qui ne sont pas forcément à disposition tout de suite, qui varient, qui sont parfois pas homogènes. Donc tout l'enjeu va être d'augmenter peut-être encore plus que sur des projets traditionnels les échanges, la discussion et les études, et la capacité à peut-être rebondir en fonction des matériaux qu'on a à disposition. Et après, voilà, sur cet enjeu, cette idée de posture flexible, c'est aussi être comment est-ce que dès la conception, on intègre ces enjeux-là de conception, et comment est-ce que, sans même attendre de concevoir et ensuite trouver des matériaux de réemploi, comment est-ce qu'avant cette recherche de réemploi, je l'ai vécu avant même et je l'intègre dans la conception. Voilà. Ensuite, très intéressant aussi, c'est la question de la réversibilité des ouvrages. Donc sur cette question-là, c'est comment est-ce que, avant même de construire mon bâtiment, j'envisage sa déconstruction. Donc c'est là avec deux exemples. Par exemple, comment est-ce que je construis un mur en briques avec du mortier qui va être facilement démontable. Donc par exemple, sur les mortiers à la chaux, ils vont être très facilement déposables. Donc là, en fait, le mortier à la chaux va être plus friable que la brique. Donc je vais pouvoir décomposer en fait mon mur de briques en conservant les éléments briques et en détruisant le mortier de chaux. Alors qu'inversement, si je mets du mortier de ciment, la brique en fait est plus friable que le ciment. Du coup, si je cherche à décomposer les briques, je vais casser la brique avant le ciment. Et donc là, la brique n'est plus réemployable. Et donc sur ce deuxième exemple, donc, sans rentrer du tout dans les détails, c'est comment est-ce que j'imagine des assemblages qui permettent d'être défaisables, démontables, versus par exemple le ciment, comme j'évoquais le sujet. Ensuite, sur l'enjeu de la conception en réemploi, on a aussi celui du lien avec la matière et les artisans. Donc, et sur les savoir-faire en fait, locaux. Donc ça, ce que je disais tout à l'heure, ça nécessite peut-être encore plus que sur les projets traditionnels, faire appel au savoir-faire des artisans et leur expérience, sur toutes les étapes de préparation et de remise en œuvre des matériaux. Ensuite, c'est aussi bien connaître son territoire, donc les filières locales existantes, donc d'artisans et d'entreprises, mais également des projets en cours, par exemple, sur lesquels je peux récupérer des matériaux. Et ensuite, quelle poésie aussi je mets dans le réemploi, donc sur sa partie esthétique, puisqu'on peut arriver à des choses assez jolies. Et voilà. Et donc sur cette slide, j'ai mis un peu l'ensemble des bénéfices du réemploi sous les aspects à la fois environnementaux, économiques, sociaux et culturels. Donc en résumé, c'est donc réduire sur les aspects environnementaux, réduire l'impact environnemental, donc sur la question du carbone, de l'énergie, des déchets et de la ressource, améliorer le métabolisme urbain, donc la circulation des matériaux d'un chantier à l'autre. Économique, donc c'est créer des emplois locaux et des nouveaux métiers. Là, c'est vrai que je n'ai pas insisté sur le fait non délocalisable, et développer l'économie locale. Et sur socio et culturel, donc comment est-ce que aussi sur cette question du réemploi et des matériaux, je peux aussi sensibiliser et faire participer les habitants. Comment est-ce que je crée des liens et de solidarité locale, des chantiers ouverts,
et comment est-ce que je préserve le patrimoine matériel et immatériel des lieux. Voilà, je vois un petit peu. Donc sur cette partie-là, donc je vais essayer de ne pas être trop rentré dans les détails techniques. Je regarde l'heure, ok. Mais c'est quand même intéressant, puisqu'on va en fait on va revenir un peu sur les processus concrètement d'un projet dans ses enjeux opérationnels et voir comment est-ce que on peut mettre en œuvre, voilà, avec quels outils, le réemploi. Du coup, en premier lieu, donc définir une stratégie de réemploi. Donc on va un peu, donc peut-être la première étape, ça va être prendre connaissance du contexte. Donc là, c'est résumé de la manière suivante. Donc autour de mon projet, quelles politiques et dynamiques locales peuvent être mises en œuvre pour faire projet avec du réemploi, donc notamment sur la question de la formation, aussi des subventions. Quels acteurs du réemploi existent sur mon territoire, donc que ce soit groupement de maîtrise d'œuvre, assistant à maîtrise d'ouvrage d'emploi, quel bureau d'études d'entreprise de déconstruction, et enfin quelles sources de matériaux, c'est-à-dire quel stock interne je peux disposer sur le territoire, aussi quel chantier et quel bâtiment, donc chantier de déconstruction, et quel bâtiment je peux valoriser en termes de matériaux. Et du coup, voilà, la première étape, donc nous, c'est une partie de nos projets, c'est diagnostic territorial, donc c'est sur des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Comment est-ce que, donc on résume voilà, sur le principe des 3 F, comment est-ce que je peux cerner mon territoire, donc sous les 3 aspects, donc les 3 F, flux, filière et foncier. Donc flux, c'est la question des matériaux disponibles localement, les filières, celles des acteurs et savoir-faire locaux, et les fonciers, donc justement ce que je disais tout à l'heure, quel site physique de stockage et de conditionnement je peux faire emploi pour stocker les matériaux en vue de les réemployer. Quand je ne peux pas les envoyer d'un chantier à l'autre, comment est-ce que je les stocke de façon temporaire? Et du coup, les sources de réemploi, donc j'ai déjà dit, mais voilà, c'est vraiment, je reviens dessus, donc c'est en fait les 3 suivantes. C'est les fournisseurs professionnels, donc les artisans qui souvent ont leur plateforme un peu interne, voire même parfois informelle en fait, de stockage de matériaux. Le deuxième, le bâtiment d'origine, donc quand je fais de la réhabilitation, qu'est-ce qu'il y a déjà sur site et qu'est-ce que je peux déposer et remettre en œuvre sur le même site. Et le troisième, les chantiers concomitants, donc sur les territoires d'autres projets en cours, des bâtiments en vue d'être déconstruits. Ah, voilà, c'est les 3. Du coup, je pense que ça va être des redites, mais je regarde si j'ai rien oublié. Donc, c'est les étapes, construction, diagnostic des ressources, collecte. J'ai tout dit, c'est bon. Tac. Et donc, sur les différentes typologies d'opérations, donc neuf, réhabilitation ou démolition, sur les 3, je peux faire du réemploi. Sur le 9, ça va être comment est-ce que j'intègre des matériaux de réemploi qui viennent du territoire, donc en flux, en intégration extérieure. Sur de la démolition, comment est-ce que je dépose soigneusement les matériaux en vue de les réemployer donc hors site. Et sur la réhabilitation, comment est-ce que du coup je combine les deux, je peux récupérer des matériaux sur site, en envoyer éventuellement hors site. Non, les 3, pardon, oui, c'est ça. Hors site. Et comment est-ce que je peux aussi, en complément, en intégrer de façon extérieure. C'est très bien résumé, mais on va passer. Tac. Voilà, du coup, c'est là où on va un petit peu passer étape par étape. Donc, c'est un peu notre travail, voilà, à Bellastock, étape par étape de projet. Comment est-ce qu'à chaque fois, on élabore du suivi sur la question du réemploi. Du coup, sur la partie diagnostic, donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, nous, ça fait un moment on pratique le diagnostic des ressources et qui est aujourd'hui devenu réglementaire sous le format de diagnostic PEMD. Et donc, très concrètement, peut-être sur le PEMD, voilà, comme citation, leur état de conservation, les possibilités de réemploi que j'ai sur site
mais également hors site, et aussi lister les filières de réemploi local, donner des préconisations de conditionnement de stockage et de dépose soignée, et éventuellement anticiper sur les conditions techniques et économiques du réemploi. Et du coup, globalement, concrètement, donc ça c'est aussi une partie assez importante de mon travail, de notre travail pardon, à Bellastock, donc qui vise à cerner en fait les potentiels de chaque matériau. Du coup, on va analyser l'état général, donc évaluer le gisement, donc analyser l'état général et l'état, l'homogénéité aussi du gisement, puisque si je vais avoir quelques mètres carrés de carrelage, ça va potentiellement être plus difficile à réemployer qu'un gros gisement homogène qu'on va pouvoir réintégrer dans un projet donc, à plus large échelle. Comment est-ce que j'envisage sa déconstructibilité? Donc si un matériau, ce que je disais tout à l'heure, si par exemple ma brique elle va être au mortier de ciment, malheureusement elle pourra être difficilement déconstructible et donc réemployable. Et voilà, quel débouché je peux, sur quel débouché je peux anticiper, sur site ou hors site, pour chaque matériau, et quel en fait, usage ce matériau pourra, quel usage il pourrait être réassigné. Donc ça c'est dans le cas de diagnostic de projet donc du réemploi sur site et du neuf et hors site pardon, quand il y a de la démolition. Mais sur du neuf par exemple, comment est-ce que je fais appel à des ressources qui sont extérieures. Donc ça va être les sources suivantes donc, que j'ai déjà citées. Donc ça va être des fournisseurs professionnels, donc globalement des vendeurs spécialisés ou donc artisans, vendeurs ou des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc le principe, les prescripteurs décident d'intégrer de l'eau de matériaux de réemploi dans leur projet et demandent aux entreprises de construction d'aller se fournir auprès de fournisseurs professionnels. Donc l'avantage sur ce type de sources de matériaux, ça va être la stabilité et la prévisibilité de l'offre. Le stockage de la logistique est déjà assuré par les artisans qui disposent aussi d'une bonne connaissance technique des matériaux. Et voilà. Et le plus souvent online aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de plateformes aussi dématérialisées, ou alors ces mêmes artisans en fait qui tout simplement renseignent de façon numérique leur stock, et donc qui sont du coup désormais accessibles à plus grande échelle territoriale, régionale. Et du coup j'en viens à cette source donc, qui est assez intéressante. Je reviendrai un petit peu dessus à la toute fin, donc, qui est Opalis. Et donc qui consiste en un annuaire en ligne qui présente plus de 250 entreprises spécialisées dans le réemploi en France. Et donc Bellastock, on a fait partie de ce projet donc, qui est à échelle nord-ouest de l'Europe, donc France et Benelux. Donc Bellastock, on a participé à inventarier sur toute la partie France. Donc ces 250 entreprises, on les a visitées et on a fait des inventaires avec les personnes concernées, des stocks qui avaient à disposition. Et donc voilà, donc tout est en ligne sur le site opalis.eu. Et on a aussi d'autres réseaux qui existent, notamment des réseaux de ressourcerie. Voilà. Ensuite, sur la question des synergies interchantiers, donc la circulation de matériaux d'un chantier à l'autre, les avantages, c'est que c'est souvent moins cher à l'achat. En fait, quand j'ai un chantier de déconstruction, je peux aussi être bien encombré des matériaux qui vont être déposés, et donc c'est souvent parfois gratuit de récupérer des matériaux d'un chantier à l'autre, et on a accès du coup à des lots importants. Voilà. En revanche, les points d'attention, c'est sur la question de la temporalité, puisque je vais évidemment, donc si je veux intégrer les matériaux d'un chantier en cours d'être déconstruit, du coup je vais dépendre du calendrier de ce chantier. Donc parfois sur des temporalités assez courtes, je vais pouvoir vraiment récupérer le matériau, donc dépendre de ça, mais aussi éventuellement des retards qu'il va y avoir sur le premier chantier. Ça nécessite aussi d'anticiper toute la question de la logistique, donc tri, reconditionnement, stockage, avec les coûts économiques que ça provoque. Et ça, tout en prescrire un sourcing dans les marchés de travaux.
je vais passer. Donc concevoir à partir des ressources. Donc là c'est plus sur le côté, côté maîtrise d'œuvre. Donc c'est revenir sur les enjeux que j'ai présentés précédemment, de façon un petit peu plus opérationnelle. Du coup je pense que je vais passer un peu vite. Du coup s'adapter aux ressources. Donc c'est comment, ce que je disais tout à l'heure, comment est-ce que je vais décider. Du coup je vais sur les conceptions, je vais repasser un peu vite. Mais globalement ça va être comment est-ce que, et c'est assez important je pense d'avoir ça en tête, comment est-ce qu'à chaque matériau, on essaie vraiment de penser en couple en fait, ressources, donc matériaux et domaine d'emploi. Et tout au long du projet en fait, c'est dès le début anticiper sur un matériau et son usage. Parce que après, dans les conséquences qu'on va voir notamment sur le volet assurantiel et contrôle en fait, technique des matériaux, ça va toujours être associé à leur usage. Donc comment est-ce qu'aussi j'adapte les études, notamment dans le planning, donc surtout avec la question du sourcing. Sourcing, j'entends recherche de gisements, et du coup comment est-ce que j'intègre les matériaux dans leur disponibilité dans le planning. Et du coup sur les enjeux de conception, donc globalement ils sont les suivants. Donc voilà, temporalité, vérifier l'adéquation entre planning de dépose et la remise en œuvre des matériaux. Comment est-ce que j'adapte aussi les dimensions de certains matériaux, et ça c'est assez intéressant aussi, quelles caractéristiques sont négociables ou non. C'est-à-dire, est-ce que dans mon projet, si j'avais pensé à des lavabos sur pied et qu'on n'a que des lavabos suspendus, est-ce que je ne peux pas m'adapter au gisement qui est à disposition. Donc là on peut dire que c'est une caractéristique qui est négociable, de même que sur les coloris. Ah, j'avais pensé à du carrelage orange, on en a du bleu et noir, on va faire avec du bleu et noir. Peut-être que ce ne sera pas homogène le gisement, je pensais que ce serait orange partout, mais là on va avoir une pièce bleue, une pièce noire dans son carrelage. Est-ce que c'est grave? Parfois oui, parfois non. Et du coup sur les caractéristiques non négociables en revanche, donc ça va être tout ce qui est techniquement en gros résistance au feu, est-ce que le matériau, si c'est du bois par exemple, il est adapté à un usage en extérieur, et voilà. Du coup sur cette partie là qui est un gros morceau, donc globalement maîtriser le risque technico-assurantiel, donc, qui vise à résoudre les enjeux liés à l'assurance dans un projet de réemploi. Donc répondre aux questions suivantes: comment assurer mon projet en réemploi? Qui est responsable en cas de sinistre? Est-ce que utiliser des matériaux de réemploi est plus risqué? Est-ce que le réemploi est interdit dans certains cas? On va essayer de répondre sans rentrer trop dans les détails. Donc les trois assurances qui existent dans la construction sont la décennale, l'assurance dommage ouvrage et la garantie produit. Et donc en gros, sur le réemploi, les caractéristiques techniques du matériau de réemploi, et notamment son aptitude à l'emploi dans un nouvel ouvrage sont a priori inconnues, et le réemploi modifie également la chaîne de responsabilité, donc de la mesure où sur un projet, sur un matériau neuf, donc le matériau est sous garantie produit du fabricant, alors que dans le réemploi la garantie fabricant n'est plus d'usage. Plus actuelle, et du coup c'est souvent la maîtrise d'ouvrage qui prend en responsabilité, le maîtrise d'ouvrage du projet, qui prend la responsabilité du réemploi, mais pour autant ça ne veut pas dire que c'est hors la loi. En fait le réemploi est généralement hors norme mais pas hors la loi, et donc tout un tas de solutions permettent de néanmoins malgré tout d'assurer un projet en réemploi, évidemment, sinon j'ai envie de dire je ne serais pas là. Et du coup, les enjeux, donc comment est-ce que je permets d'évaluer les risques liés au réemploi, donc nous ça va être aussi une grosse partie de notre travail, ça va être d'élaborer en fait des protocoles techniques sur mesure, donc encore une fois c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur un matériau et son domaine d'usage, pour permettre in fine à l'assureur d'évaluer le risque et d'intégrer le réemploi au contrat d'assurance, donc si possible, dès le début, donc c'est-à-dire prévenir l'assureur dès le début du projet, le plus en amont possible en tout cas, afin d'intégrer les contraintes et la question du réemploi dans l'assurance, encore une fois dès le début, tout comme le bureau de contrôle, donc permettre d'échanger avec lui, encore une fois si possible dès la conception.
Et du coup, on a tout un tas, plusieurs étapes et tout un tas de procédés qui permettent néanmoins d'évaluer l'aptitude à l'usage de mon matériau. Du coup, la première étape, identifier les exigences techniques, encore une fois, à la lumière de l'utilisation et de l'usage prévu du matériau. Ensuite, collecter les informations pertinentes relatives au produit. Donc je reviens un petit peu dessus après. Ensuite, définir le niveau de faisabilité, de fiabilité nécessaire et déterminer les méthodes d'évaluation des performances techniques requises du produit avant d'évaluer concrètement les performances techniques du produit de réemploi. Du coup, sur la faisabilité technique du réemploi sur chantier, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en gros ça va être élaborer un protocole chantier et donc qui inclut des spécifications techniques, notamment pour les entreprises de travaux, et donc leur donner en fait des préconisations de dépose soignée des matériaux et aussi les responsabiliser sur cette question-là et donc dans le sens leur donner en fait la possibilité de trier dès la phase de dépose les matériaux qui ne seront pas réutilisables et les matériaux qui seront réutilisables et remis en œuvre. Donc avec la question voilà, du taux de perte qu'on détermine en amont, généralement avec l'entreprise. Donc quelle limite en fait je vais accorder au réemploi des matériaux. Et voilà. Et du coup sur les méthodes d'évaluation des matériaux, donc ça se fait généralement en collaboration étroite avec le contrôleur technique. Donc soit ça peut être directement, donc tout simplement visuellement. En fait dans la majorité des cas c'est suffisant. Donc mon matériau il n'est pas, si c'est un carrelage il n'est pas écorné ou cassé ou émaillé. Ou encore évaluer directement par des moyens non destructifs, donc directement sur le matériau. Ensuite, indirectement, donc, à partir de la documentation existante, donc, généralement remonter un peu la filière du matériau, remonter au projet initial et ses DOE, donc dossier d'ouvrage exécuté. Donc généralement, pour peu que ce ne soit pas trop ancien, on arrive à avoir beaucoup en fait, souvent des fiches techniques d'origine du produit qui suffisent à valider le réemploi de ce matériau. Je peux aussi remonter certaines informations, certaines performances en les déduisant des informations historiques du produit. Et voilà. Et après, sur les méthodes d'essai en laboratoire, elles sont également possibles. Dans les faits, on en pratique que de 5 à 10% des cas. Donc c'est pas tant que ça, donc c'est assez peu. Généralement on arrive à évaluer, donc là avec l'avantage d'être moins cher, hein, parce que les méthodes d'essai en laboratoire sont plus chères. Mais majoritairement des cas on arrive à faire ça de façon assez simple. Et du coup on peut effectuer ces essais soit sur un échantillon, soit sur tout le stock, le matériau réemployé, tout le gisement. On a aussi quelques méthodes d'évaluation complémentaires, donc en vue de valider le réemploi. Donc ce que je disais tout à l'heure, ça peut être responsabiliser, enfin demander à l'opérateur, donc l'artisan, de réaliser le tri tout au long de la dépose et du processus de collecte et de reconditionnement. Et également évaluer après installation, donc une fois que le matériau est remis en œuvre, ou alors dans la stratégie, intégrer le réemploi dans la stratégie de conception en envisageant éventuellement un déclassement du matériau. Donc, par exemple si j'ai une porte coupe-feu, donc le contrôleur technique va rarement être va vraiment valider le réemploi de cette porte coupe-feu en porte coupe-feu. Donc le déclassement de ce matériau va consister à la remployer en porte non coupe-feu, non soumise à des caractéristiques, des exigences techniques liées à la sécurité et à l'incendie. Donc voilà, je ne vais pas revenir encore, mais dossier technique réemploi, là, ce que j'insistais bien sur le dialogue avec le contrôleur technique,
Et donc nous, c'est aussi une partie importante de notre travail, c'est élaborer ces dossiers techniques, ces protocoles techniques. Et donc concrètement, donc sur un projet sur lequel on a été bureau d'études réemploi, donc on a réutilisé à réemployer une charpente métallique, donc avec ici le bâtiment source et ici le bâtiment final. Avec donc là c'est intéressant, donc ça reprend l'idée de déclassement que je présentais tout à l'heure. Ici on avait une charpente métallique donc structurelle qui a été réutilisée juste au vent d'un bâtiment, donc avec beaucoup moins d'exigences techniques. Et donc ici on a réussi à retrouver les informations via dossier d'ouvrage exécuté de cette charpente. On a aussi mis en place des mesures compensatoires, donc on a surdimensionné les éléments. C'est-à-dire qu'on a par exemple augmenté sur une trame qu'on aurait eu de charpente, on a augmenté l'occurrence de la trame de la charpente. Et voilà, après contrôle visuel dans toutes les phases qui a été réalisé par le charpentier. Donc, ce que je disais tout à l'heure, tout au long des étapes du projet, de la dépose au conditionnement, au stockage, à la remise en œuvre. Et du coup, souvent, ça vise sur le suivi, faire beaucoup de photos des matériaux pour être sûr d'assurer leur traçabilité tout au long du projet. Et du coup, là, on n'a eu aucun essai à faire en laboratoire. Et du coup, en résumé, sur cette question du risque technico-assurantiel, donc prévenir son assureur le plus en amont possible, l'intégrer dans les démarches tout au long du projet, impliquer tous les acteurs du projet dès le début, donc aussi bureau de contrôle et entreprise, s'accompagner des compétences réemploi, et ne pas hésiter à faire appel aux ressources d'expérience, au retour d'expérience. Ensuite, sur la question économique, globalement, sur l'Empire, il y a plusieurs exemples. Donc, par exemple, pour un pavé granit sur du neuf, donc, le remploi, globalement, c'est toujours une question assez épineuse. Donc, parfois, on fait pas du réemploi pour une question économique, c'est-à-dire que ça va pas forcément être moins cher, mais ça va pas forcément être plus cher. Donc, ça va toujours être un peu du cas par cas. Donc, par exemple, sur le pavé granit, donc si j'ai du neuf, on va être du 90 euros du mètre carré, et réemploi, on va être sur 50 euros du mètre carré. Par contre, sur du neuf d'Inde, on va être sur du 25 euros du mètre carré. Donc, c'est-à-dire que là, on se situe entre du neuf France et du neuf indien. Sur une dalle minérale de plafond, recyclé en France, ça va être 8 euros du mètre carré, réemploi 10 euros du mètre carré. Et neuf Chine, 7 euros du mètre carré. Donc là, on va même être au-dessus du neuf France. Mais du coup, je ne vais pas forcément trop détailler, mais en gros, ce qu'on dit, ça va aussi permettre le réemploi d'accéder à des matériaux qui vont être peut-être plus chers, donc ce que je disais tout à l'heure, par leur dépose soignée et le stockage et leur tri qui va coûter plus cher. Mais par contre, par rapport à du neuf, on va souvent avoir des matériaux qui vont être plus qualitatifs, parce que généralement plus anciens. Donc à qualité égale, en fait, on n'est pas forcément plus cher sur du réemploi. Et du coup, sur le résumé, ce qui va coûter plus cher, donc ça va être tester les aptitudes à l'usage du matériau, la dépose soignée, le tri, éventuellement le stockage. Et par contre, les économies qu'on va réaliser, donc c'est évidemment la fourniture de matériaux neufs équivalents, mais aussi on va annuler les coûts de mise en décharge des déchets. Et parfois faire une moins-value aussi en revendant le matériau de réemploi sur un autre chantier. Mais du coup, nous, dans notre approche, si je pense à un bâtiment à l'échelle de l'ensemble de ces matériaux, notre approche, ça va être viser un bilan économique neutre en fait, et équilibrer un certain nombre de réemplois, un certain nombre de matériaux réemployés qui vont être plus chers et d'autres qui vont être moins chers. Mais encore une fois, là, c'est vraiment sur le prisme économique à l'échelle du projet. Mais si je pense à l'échelle du territoire, c'est vrai que ça peut aussi être intéressant
puisque en fait, les plus-values que je vais avoir de dépôts soignés, de tri de stockage, en fait, ça va être de l'argent que je vais aussi injecter localement versus des matériaux neufs, donc pour lesquels je vais dépenser des matériaux qui proviennent éventuellement de l'autre bout du monde. Ouais, je vais accélérer, voire même finir en fait, anticiper la logistique. Donc, tac. Donc sur cette partie-là, construire le marché, donc c'est assez technique, mais pour balayer un peu l'ensemble, il y a plusieurs stratégies qui sont possibles, donc notamment dans la stratégie d'allotissement. Donc ce que nous on préconise généralement, ça va être de créer un lot zéro réemploi, donc créer un lot à part en fait qui va être, auquel vont répondre les entreprises qui vont se charger de l'ensemble du sourcing des matériaux, de leur dépose, de leur stockage, et ensuite les mettre à disposition des entreprises, des autres lots qui auraient mis en œuvre du neuf, mais là l'entreprise lot zéro aura tout préparé pour l'entreprise de pose. Et du coup, ça s'intègre très bien aussi le réemploi dans les pièces du marché, donc c'est aussi une partie de notre travail, donc que ce soit les CCTP, donc en listant des préconisations et prescriptions techniques dans les dossiers de consultation des entreprises auxquels vont répondre les entreprises, donc avec des objectifs qui vont être parfois obligatoires, parfois optionnels. On peut aussi intégrer le réemploi et les coûts qui sont induits dans les DPGF et les BPU. Et du coup, nous, on a l'habitude de faire des tableaux d'objectifs, donc encore une fois en prenant les objectifs obligatoires et non obligatoires, et qu'on met à disposition des entreprises, donc en vue d'être remplis et d'évaluer leur réponse sur la question du réemploi. Piloter le chantier. Tac. Je vais passer, parce que je pense qu'on a tout. Et quand même revenir aussi, je l'ai évoqué assez rapidement sur le suivi et la traçabilité des matériaux. C'est aussi un enjeu assez important et donc qui est souvent à charge des entreprises elles-mêmes, donc les entreprises de travaux. Et donc il va falloir, en vue de répondre aux objectifs élaborés en début de chantier, suivre avec régularité les différentes étapes. Et notamment en remplissant des bordereaux de dépose, de transfert, des tableaux de suivi, et avec tout l'enjeu aussi qu'il y a dans le stockage et le conditionnement des matériaux, en étiquetant chaque lot bien comme il faut. Mais du coup, sur les impacts quand même à prendre en compte sur les chantiers, il y a quand même celui du planning, puisque ça va nécessiter un petit peu plus de temps, le réemploi, ou en tout cas, si c'est pas plus de temps, plus d'anticipation, ce qui n'est pas évident, puisque, encore une fois, c'est pas forcément prévisible sur le gisement. Ça va aussi être accepter certains imprévus, dans le cas de l'approvisionnement des gisements, anticiper l'incertitude, donc ce que je venais de dire, et toujours conserver un lien étroit avec les entreprises. Et du coup, il reste quelques minutes sur les projets. Du coup, Bellastock, donc ça dépend un petit peu ça dépend beaucoup des projets, donc certains sur lesquels on se situe comme assistant à maîtrise d'ouvrage et d'autres en bureau d'études réemploi. Ici, par exemple, on a travaillé avec Tour Habitat sur du réemploi. Donc là, c'est les étapes de dépose de pierres de façade, donc structurelles, qu'on a réutilisées en non structurelles, donc pour des propriétés privées, donc à l'échelle de maison. Ici, c'est un exemple de réutilisation de cadres de fenêtres. C'est l'exemple qu'il y avait au tout début, cadres de fenêtres et de portes en double pot de façade. Ici, de la réutilisation de voiles béton, donc, qui ont été découpées en vue de constituer un abri vélo. Ici, c'est des cadres de fenêtres qui sont aussi réutilisés en façade. Et
Et ici oui, ça j'ai mis cette photo parce qu'elle illustre aussi la façon, donc c'est sur la mission avec Tour Habitat. Donc les projets d'emploi nécessitent un petit peu d'agilité, puisqu'il a il y a eu un vrai sujet du coup stockage qui a été soulevé par le réemploi des pierres qui était assez massif. Et du coup, Tour Habitat et la ville de Tours avaient justement pu mettre à disposition un hangar de stockage qui était justement à disposition pile sur le temps du chantier de dépose. Et donc, et voilà. Là, c'est des exemples de projets. Donc, j'ai essayé aussi d'élargir un peu sur la question du biosourcé et géosourcé. Donc, dans ce projet, c'est en région parisienne. Donc, c'est une ferme. Donc, on a construit en isolation paille et en structure bois, isolation de paille. Et elle illustre pas mal, enfin même très bien, la question de la réversibilité du bâtiment, puisqu'il y avait un vrai sujet sur ce site-là. Donc réversibilité, le fait de pouvoir déposer aisément cette ferme, et notamment sur la question de ces fondations, puisqu'il y a zéro béton ici, uniquement elle repose sur des micro-pieux, donc qui sont des pieux qu'on visse dans le sol et qu'on peut aussi dévisser. Et donc ce qui était chouette, c'est qu'il y avait toute une démarche aussi participative dans la construction de cette ferme, donc avec des habitants qui étaient venus nous aider à isoler la mise en œuvre de paille, ce projet. Et c'était isolation de paille, structure bois et enduit terre. Donc ça, c'est des photos des séries d'ateliers avec les habitants. Là, c'est un autre projet qui illustre très bien donc un autre projet Bellastock qui illustre très bien la question de la réversibilité, encore une fois. Puisqu'ici, on voit l'état d'un bâtiment, donc c'est de la réhabilitation, d'un bâtiment donc, industriel dans lequel on est venu s'insérer, donc sans toucher à l'enveloppe du bâtiment. On est venu insérer des blocs, en fait, enfin des boîtes dans la boîte, un peu. Donc avec énormément de réemploi. Donc sur cette photo, on a tout le platelage qui est de réemploi, tout le bardage, également les cadres de fenêtres. On a eu aussi les sanitaires, et aussi les dalles de plafond, etc. Et on voit donc le plan. Et ici, on voit bien les boîtes dans la boîte qui viennent s'insérer les boîtes viennent s'insérer dans la charpente. On a uniquement, donc là, on a eu un petit peu de béton, mais juste en long green, donc sur tout le pourtour du bâtiment, mais uniquement ça, pour venir poser les boîtes dessus. Donc, voilà, ça c'est encore un autre projet Bellastock, biosourcé, géosourcé, donc on a aussi fait en chantier participatif, terre allégée, donc structure bois et terre allégée. Et donc sur une petite ferme, enfin un hangar de stockage. Donc là c'était assez intéressant puisque donc, toute la terre venait, c'est en Ile-de-France, donc la terre est assez argileuse, enfin de bonne qualité pour construire là-bas. Et donc la terre venait du site lui-même, donc à quelques mètres. Et comme, alors ça aussi c'est un peu lié aux questions de réemploi, et comme sur la question du biosourcé et géosourcé, ça nécessite d'adapter aussi les temps de planning. Ici, on arrivait à l'hiver sur le chantier, donc on ne pouvait plus que difficilement le faire mettre en œuvre par des questions de séchage de la terre. On ne pouvait plus construire en hiver. Du coup, on avait apporté des bottes de paille pour stocker les légumes temporairement tout le temps de l'hiver et venir éclater les bottes de paille une fois le printemps venu et les mettre en œuvre avec la terre sur le principe donc, de terre allégée. Et donc voilà, avec des photos du chantier participatif et tous les aspects conviviaux que l'on connaît à ces formats de chantier. Ça, c'est encore d'autres exemples de projets Bellastock, donc qui sont peut-être plus à échelle du mobilier urbain. Toujours avec du réemploi, mais qui s'inscrivent généralement dans des contextes
urbain plus large, donc, notamment de temporaire. Et ça, j'ai mis cet exemple parce que les matériaux ont été fournis par BCA Matériaux Anciens, qui sont à Cran, qui est juste à côté, je sais pas comment, Cran, ouais. Et du coup, qui ont fourni en embardage bois des anciens sols de planchers de wagons. Voilà, c'était assez amusant. Et c'est à Cambridge, je crois, c'était en Grande-Bretagne. Donc ça, je vais passer. Et du coup, il reste peut-être 2 minutes, parce que j'aurais bien aimé si vous avez des questions. Mais sur la boîte à outils, et c'est assez important, je pense pour vous, concrètement, pour aller un peu plus loin, c'est bénéficier de tout ce qui est à disposition sur Internet en termes d'ouvrages, de références de projets et d'outils pour mettre en œuvre du réemploi dans vos projets. Donc ça, c'est, on l'a vu en photo au début, c'est Ripar, c'est Blastock qui l'a fait. Donc c'est plutôt sur la question du béton. Et je pense là, il y a tout un... Donc, si je pense que vous avez noté une chose, c'est peut-être ce projet-là, qui est un nom un peu barbare, mais qui va être repris donc, plutôt sous le nom d'Opalis, vous verrez sur les diapos suivantes. Mais du coup, c'est un projet européen donc, sur lequel on a participé avec 2 acteurs du réemploi dans le nord-ouest de l'Europe, qui a duré de 2018 à 2023, donc 5 ans, et donc dont l'objectif était de massifier la question du réemploi et de produire vraiment énormément d'outils à disposition des maîtres d'œuvre, mais aussi des maîtrises d'ouvrage. Donc sur la question technique des matériaux, je crois que ça c'est 36 fiches techniques matériaux, donc qui reprennent sur plusieurs pages, matériau par matériau, toutes les exigences que je peux avoir, notamment sur la question assurantielle et tout. Mais aussi comment est-ce que, celui-là ça c'est un guide, comment est-ce que j'intègre le réemploi dans les projets de grande échelle et dans les marchés publics, donc qui est peut-être plus lui à destination des maîtrises d'ouvrage. On a aussi tout un tas d'opérations pilotes. Je crois qu'il y a un bouquin qui en recense 37 retours d'expérience, des enquêtes, des statistiques et tout ça. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours le même projet européen, mais qui regroupe cet ensemble d'outils, et donc notamment la Opalis, et donc qui a notamment permis de créer la plateforme et le répertoire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Blastock France et d'autres acteurs, tout le Benelux. Du coup là j'ai fait une petite capture, là c'est tout autour d'ici. On a un certain nombre, et notamment la BCA Matériaux Anciens. Donc ça se présente comme ça. Donc j'ai mon entreprise, l'adresse et les matériaux qu'elle a l'habitude de traiter et de réemployer. Et c'est encore, ce projet il a encore été prolongé, donc ça a duré 5 ans, de 2018 à 2023, ça a encore été prolongé jusqu'en 2028, avec trois projets pilotes, notamment Lorient. On a travaillé sur Lorient. Par exemple, Lorient les a aidés à monter, la ville de Lorient a monté une plateforme de stockage de matériaux physiques en interne, et donc pour qu'elle puisse réemployer d'un chantier à l'autre temporairement, enfin stocker temporairement les matériaux. On clôture la conférence alors? Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup.